Bonjour, c'est Pascal Trefingui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez grave et assez sérieux, qui est la catastrophe nucléaire française. Dans un autre poste, je traiterai de nos centrales pourries, du bilan désastreux du nucléaire militaire français, de la pollution généralisée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl et des mensonges officiels. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer plutôt à une question qui est traitée dans mon livre sur les ovnis, les crop circles et les abductions. Que s'est-il passé en France dans les années 50, au début du programme nucléaire? En effet, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle met en cause la famille Rothschild, De Gaulle, les sectes, les services de renseignement et l'armée. Alors, que s'est-il passé? En 1954, en France, une vague de phénomènes aériens non expliqués, donc comme OVNI, comme on le disait à l'époque, objets volants non identifiés, fait le gros des titres des journaux. La gendarmerie nationale reporte 472 cas d'atterrissage de soucoupes volantes et autres objets. Une fiche spéciale est créée pour réaliser un traitement statistique le 27 juillet 1954 par les états-majors de l'armée qui sont très inquiets de la situation. Un rapport est remis au président du Conseil par le major général de l'armée de l'air le 25 septembre 1954. Il faut dire que la France vient d'initier son programme nucléaire militaire et civil et que l'OTAN livre des bombes atomiques à ses alliés. Les créatures apparues lors des phénomènes aériens non expliqués sont des êtres tout à fait baroques. Il y a des êtres à tête d'animaux, poilus, des martiens, des robots, qui annoncent les films de science-fiction de la décennie suivante. Là encore, et j'y reviendrai dans un autre post sur les ovnis, on a un phénomène d'anticipation mimétique. Donc on dirait que les intelligences qui se manifestent aux humains, et à chaque fois liées au nucléaire, vont utiliser des choses qu'on va retrouver dans les fantaisies de science-fiction dans les décennies qui suivent. Dans les années 1970, des études compilant des observations depuis 1947 et qui ont été réalisées par la gendarmerie, mettent en lumière un fait qui est assez intéressant. Plus de 80% des manifestations de phénomènes aériens non identifiés et d'apparitions d'ovnis et de rencontres du troisième type se font sur des couloirs de 400 mètres de large, selon un schéma qui est appelé harmonique 33. Il s'agit d'un réseau en croix et diagonale couvrant la planète entière, dont la France, et formé de carrés de 33 000 marins de côté, c'est-à-dire 61,111 km. Ce qui est intéressant de nos jours, c'est que ce schéma concerne également les apparitions de crop circles. Donc on sait qu'il y a des crop circles qui sont faits par des humains. On soupçonne les militaires d'en faire un certain nombre. Il y a déjà eu, il y a eu effectivement des aveux, excusez-moi, il y a effectivement eu des aveux de militaires que certains crop circles avaient été réalisés par eux. Mais il y en a certains qui sont assez intrigants puisqu'ils sont faits selon la structure du cube de Métatron et ils apparaissent systématiquement sur ces points de l'harmonique 33. Je vous mets le lien en dessous pour que vous sachiez ce qu'est cette harmonique 33. Lors d'un exercice d'attaque en date du 7 septembre 1977, un Mirage 4 de l'armée française, porteur de la bombe atomique, a fait une rencontre du troisième type, donc un pan intimide Hervé Giraud et son copilote Jean-Paul Abraham, qui sont tous les deux donc des navigants de l'armée de l'air française. L'objet vole sur eux à plus de 6000 km/h et identifié par les radars et filmé par les témoins. Les deux témoins et leur expérience sont cités dans le rapport Cometa sur le rapport des phénomènes aériens non identifiés et la défense nationale. Donc, on est dans une situation extrêmement grave pour l'armée française dans les années 50, 60 et 70 où elle développe son arsenal nucléaire, c'est qu'il y a des apparitions d'OVNI qui sont extrêmement intimidants, pas seulement en France, ça s'est déjà produit en Suède, ça s'est produit dans d'autres pays, les États-Unis notamment, la Russie. À chaque fois que nous utilisons la technologie nucléaire, il y a des apparitions de phénomènes aériens non identifiés.
En 1999, donc après 3 mois de travail d'un comité privé présidé par le général Denis Letty, un de ses membres, Jean-Jacques Valasco, remis au Premier ministre français Lionel Jospin un document non officiel intitulé le rapport Cometa. Donc on a un groupe de militaires présidé par un général de l'armée de l'air qui remet donc un document au Premier ministre Lionel Jospin et au président de la République Jacques Chirac. Cette opération, elle est suivie d'une publication d'un ouvrage tout public qui est intitulé « Les ovnis et la défense. À quoi devons-nous nous préparer ?» Ce rapport est un document de 90 pages que je vous invite à lire en 3 parties distinctes et avec une conclusion qui compile des cas français et étrangers étudiés depuis une 60aine d'années, insistant sur les aspects qui concernent la défense nationale. Alors, ont collaboré à ce rapport Jean-Jacques Valasco, qui est membre du CNES, le commissariat national aux études spatiales, l'ex-directeur du GEPAN, qui est devenu le CEPRA ensuite, c'est-à-dire le groupe d'études des phénomènes aériens, le général Domange de l'armée de l'air, Edmond Campagnac, qui est ancien directeur technique d'Air France, le professeur André Lebeau, l'ancien président du CNES, et le général de l'armée de l'air, Bernard Norlin, qui est ancien directeur de l'IHEDN. Christian Marchal, de l'association Cometa, précise au sujet de ce rapport: lorsque nous l'avons remis, il n'y a eu aucune réaction officielle. Et en effet, il y a un groupe de militaires au plus haut niveau de l'état-major qui disent qu'on a un problème avec le nucléaire et les ovnis. Ils le documentent, ils ont des photos, ils ont des témoignages, ils ont la preuve que les Américains ont récupéré des objets. Ils apportent cette preuve et il n'y a aucune réaction du Premier ministre Lionel Jospin et aucune réaction de Jacques Chirac. Pire, les auteurs du rapport Cometa convoquent la presse vient et le sujet n'est absolument pas relayé dans les grands médias. Bref, tout le monde s'en moque. On a un groupe de militaires au plus haut niveau qui nous disent qu'ils ont des objets, qui nous disent qu'il y a une présence non humaine sur Terre et tout le monde s'en moque. Il faut savoir en effet que les auteurs du rapport Cometa concluent à la réalité physique, et je cite, à la réalité physique certaine d'objets volants totalement inconnus, et qu'au vu des prouesses mesurées de ces ovnis, l'hypothèse extraterrestre paraît la plus probable ou la plus crédible. Le rapport différencie la réalité de l'existence d'ovnis et la notion de visiteurs extraterrestres. Pour nos militaires, les ovnis existent, le matériel existe. Quant au fait qu'il s'agisse de visiteurs extraterrestres, ils disent que c'est une hypothèse, car en effet, un certain nombre de militaires pensent qu'il s'agit d'une race qui s'est d'abord développée sur la Terre et qui ensuite aurait migré vers les autres planètes du système solaire. Le 20 septembre 1980, le site de silo de missiles nucléaires de Saint-Christol sur le plateau d'Albion dans le Vercors a été survolé par un ovni. Le 8 septembre 2012, la centrale atomique de Cattenom en Moselle a été survolée par un ovni lumineux et polymorphe qui a été filmé par un journaliste et la vidéo mise en ligne. En novembre 2014, tous les sites nucléaires français sont survolés en même temps, en l'espace de 2 jours, à chaque fois par 18 ovnis. L'État a mis en cause des drones russes, mais le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, Pascal Pesani, parle clairement d'OVNI et il le fait devant les caméras de France 3. On sait que l'opérateur EDF a confisqué tous les films de ses employés sous la menace de les licencier et qu'ils ont été remis au service de renseignement. Là encore, personne n'en parle. Le 3 septembre 2015, 3 chercheurs français ont publié un rapport qui a fait grand bruit. Il s'agit de Thibault Laurent, qui est ingénieur statisticien au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et Christine Thomas-Hagan, qui est professeur universitaire de mathématiques, et Michael Vaillant, informaticien et expert au GEPAN. Le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils établissent un lien certain, mathématique, statistique et documenté par des photos entre les PAN et le nucléaire. Donc il y a un rapport entre les ovnis et il y a un rapport avec le nucléaire que j'ai expliqué dans un de mes précédents posts, qui est que cette technologie n'est pas humaine et est de la rétro-ingénierie. En mai 2018, des PAN survolent pendant 2 heures la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. L'usine est une des plus décriées par les écologistes pour son risque d'inondation important et sa position dangereuse sur une faille sismique. En 2019, suite au rapport Cometa et au rapport de 2015 de ces 3 chercheurs français, le président Emmanuel Macron a décidé de fermer définitivement cette centrale avant l'été 2020. Avant l'été 2020, alors que les Allemands ont demandé 10 ans avant de démanteler. Donc on sait qu'il y a un problème avec cette centrale
et que la France a un problème avec le phénomène OVNI. Et pour mieux l'illustrer, il faut aborder le cas Jean Miguer. Jean Miguer, qui est né en 1940 et mort en 1992, est un Français victime d'un accident de la route le 11 août 1969 dans lequel un extraterrestre nommé Strub lui serait venu en aide physiquement puis par télépathie. Jean Miguer dut subir de nombreuses opérations et ne survécut que par miracle. Après son rétablissement, Jean Miguer livra son récit dans 3 livres à succès qui ensemble cumulent presque 1 million de tirages. J'ai été le cobaye des extraterrestres, le cobaye des extraterrestres face aux scientifiques, et en 1996, l'année de la révélation. Il donna des dizaines de conférences de 77 à 91 tout autour du monde avant d'être assassiné en 1992 par son beau-père. Selon Strub, la décision de prendre contact avec un humain est motivée pour les extraterrestres par l'usage, ou plutôt les intraterrestres, par l'usage du nucléaire puis le voyage sur la Lune des astronautes nord-américains. En effet, les intraterrestres seraient une race ovidienne née sur Terre qui vivrait dans notre sous-sol, car elle est de la même famille que les serpents et les oiseaux, et aussi sur la Lune, les lunes de Jupiter et sur Mars. Donc ces intraterrestres étaient inquiets de voir l'humanité gagner l'espace avec leur mentalité destructrice et aussi s'aventurer plus profondément dans le centre de la Terre avec les Dumbs aux États-Unis. Donc ces intraterrestres annoncent vouloir prendre contact massivement en 1986 si les humains sont prêts, mais cette année-là il ne se passera rien de particulier. Par contre, en 1989, on a la vague belge qui durera 3 ans, en forme de triangle et vue par des centaines de témoins sur la Belgique et les États voisins, à une époque où on met déjà en cause tout l'arsenal nucléaire belge. C'est-à-dire que l'OTAN stocke des armes atomiques en Belgique, notamment les fameuses SS-20 avec des charges nucléaires, et d'autre part, les centrales nucléaires belges apparaissent pour ce qu'elles sont pourries. Et ça s'est pas amélioré depuis. Plusieurs éléments sont troublants dans l'affaire de Jean Miguer. Jean Miguer semblait suivi en permanence par des ovnis. Il en annonçait la présence à volonté et les manifesta devant plusieurs témoins, y compris avec des caméras, tout au long de ses voyages pour faire connaître son aventure et les messages de paix et antinucléaires de son correspondant intraterrestre Strub. Dans son deuxième ouvrage, Jean Miguer fait état de connaissances scientifiques qui sont incompatibles avec son niveau d'éducation et son appartenance sociale. Alors tout change après son 3e ouvrage, qui est là un désastre, où Jean Miguer devient un autre homme. Il semble qu'il y ait des pressions qui étaient exercées sur lui. Il publie une lettre mystérieuse qu'il dit non destinée au lecteur, mais à des tiers qui se reconnaîtront. La lettre est écrite dans une langue curieuse qui est une sorte d'ancêtre du sumérien et des langues sémitiques, qui apparaît pour la première fois dans le cadre de la possession au XVIIe siècle d'une religieuse italienne et par la suite dans plusieurs apparitions d'extraterrestres aux États-Unis et au Brésil. Le texte a été traduit, c'est avéré une longue liste de blasphèmes et de propos anticléricaux. Je renvoie au film autobiographique Rencontre du 4e type. Donc pas Rencontre du 3e type, mais Rencontre du 4e type. Jean Miguer met en garde sur les armes climatiques inventées. Donc on est en 1979. Jean Miguer met en garde contre les armes climatiques inventées par Nikola Tesla et annonce la venue d'une ingénierie climatique destructrice dans la main des Russes et des Américains, qui d'ailleurs fait l'objet d'une tentative d'interdiction mondiale dans le cadre d'une convention internationale sur les armements négociée en août 1975 à Genève en Suisse. Donc en 1979, Miguer produit son livre, mais en 1975, on a déjà une tentative de convention internationale sur l'interdiction des armes climatiques et des armes psychotroniques. Le livre de Jean Miguer, donc le dernier, a une préface qui est signée par un évêque exorciste qui est d'une singulière église gallicane. Dans ce livre, Miguer fait totalement volte-face, il a une espèce de crise mystique et il attribue son expérience à une possession démoniaque et non à des intraterrestres ou des extraterrestres, et il le prouve par le récit du contenu de ses séances d'hypnose. Hypnose réalisée par cet archevêque de l'église anglicane. Miguer va livrer des prophéties pour les années 86 à 2000, dont aucune ne s'est réalisée, mais qui sont très très présentes chez les anglicans chez les gallicans de l'époque. Désormais, pour Jean Miguer, les ovnis sont bien liés au nucléaire et aux armes de contrôle climatique et mental. Toutefois, les intraterrestres qui s'arrêtent à lui par télépathie depuis son accident de 69 sont de nature démoniaque. Alors là, on voit que Miguer a une partie des informations qui semblent exactes des extraterrestres, et d'autre part, il est rentré sous le pouvoir d'une secte gallicane qui lui fait un véritable lavage de cerveau et qui le convainc que les ovnis sont des phénomènes démoniaques. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est un vieux cheval de bataille de l'église. Hein. Donc ce religieux arrive à convaincre Jean Miguer que les ovnis ne sont pas réels et que Strub lui ment.
Il prétend que les ovnis sont des démons qui s'introduisent dans notre dimension et utilisent le chaos généré par nos technologies, notamment l'énergie atomique. L'apparence extraterrestre des phénomènes aériens et des adoptions serait une tactique mimétique utilisée par des démons en imitant nos moyens de transport par anticipation et en se saisissant de nos croyances collectives et en s'inspirant de nos productions artistiques. Qu'est-ce que cette église gallicane, dans lequel Jean Miguer est passé, abjurant sa foi dans son aventure pour en adopter les thèses? Alors, ce mouvement sectaire, coupé de l'église catholique romaine, est apparu au XVIIe siècle. Il s'appuie sur les positions philosophiques du cardinal français Bossuet, qui reproche au pape son intervention au sein du clergé national français. Le clergé français est alors favorable à une émancipation de Rome, sur le modèle anglais, anglican, qui est justifiée par la philosophie des Lumières et l'adhésion de nombreux prélats à la franc-maçonnerie. Au début de la Révolution française, l'église gallicane obtient l'adoption de la constitution civile du clergé du 4 janvier 1791 qui fait des religieux des fonctionnaires salariés de l'État, engagés à la loyauté envers la République par un serment de fidélité à la Constitution. Le pape Pie VI condamne cette constitution civile du clergé et le clergé français se divise. Le projet avorte donc. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, une nouvelle tentative aboutit à la création de plusieurs églises gallicanes, certaines sur la base du culte anglican. L'église catholique gallicane universelle est une de ces églises dissidentes prétendant revenir au culte médiéval et à sa démonologie. Le beau-père de Jean Miguer, un ufologue convaincu, ne supporte pas cette volte-face de Jean Miguer et le tue à bout portant de sang-froid avec un fusil de chasse le 28 juillet 1992. Il indique au juge chargé de l'enquête que sa motivation est la suivante. Il ne voulait pas que son beau-fils fasse une secte dangereuse avec ses fous gallicans. Cette aventure n'est pas unique. Beaucoup d'ufologues passionnés, lassés du polymorphisme des ovnis, recherchent des explications dans d'autres domaines, en particulier les effets collatéraux de la technologie militaire et civile, c'est-à-dire le nucléaire, les armes psychotroniques et de contrôle climatique comme HAARP pour les Américains ou Soura pour les Russes, fabriquées sur la base des découvertes de Nikola Tesla. Certains, dans les sciences sociales, cherchent des réponses comme la sociologie ou la psychologie ainsi que la psychiatrie. Certains ufologues retournent alors aux mythes et aux légendes anciens, certains aux religions, et ces derniers développent parfois des arguments exclusivement fondés sur la démonologie. Il est vrai que les ovnis peuvent relever de tous ces domaines. Il est tentant de les classer dans un seul. Cependant, à chaque fois, cette tentation conduit à en réduire l'étude à un seul point de vue. Culte ou peur des extraterrestres, culte ou peur de la technologie, culte ou peur de religion, du religieux, il est évident que ces extrêmes sont bien présents dans la culture ufologique contemporaine. Il est plus sain de s'éloigner du culte et de la peur pour une position ouverte. Qui est le fondement de la démarche scientifique? Qu'est-ce qu'un pan? Dirait un scientifique. Qu'est-ce qu'une abduction? Dirait un savant. Est-ce réel? Étudierait un scientifique. Comment l'expliquer? Avancerait un savant. Et comment le démontrer? Ferait-on dans un laboratoire? Tous ceux qui se sont intéressés aux problèmes extraterrestres en France ont été soit ridiculisés et ont vu leur carrière brisée, c'est par exemple le cas du physicien Jean-Pierre Petit, soit ont été harcelés et menacés de mort par des agents des services de renseignement, comme l'a prouvé publiquement le romancier et journaliste Jimmy Guilleux. Il est vrai que toucher au nucléaire est un sacrilège dans le pays de l'atome, dont les frontières sont étanches aux nuages radioactifs américains, ukrainiens ou norvégiens, et dont les 2 rejets de plutonium de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux n'ont fait l'objet d'aucun traitement par la peste pendant 30 ans. En effet, depuis 30 ans, et même avant, depuis le début du nucléaire, EDF a rejeté du plutonium dans les eaux, dans l'air, mais ça a toujours été motus et bouche cousue, parce que l'intérêt pour l'armée d'avoir une bombe atomique pour casser un bras à la Russie était beaucoup plus intéressant que sauvegarder la population française. Le jour où les Français réaliseront ce qu'ont fait de leur beau pays l'armée nationale française, les services secrets de la police, EDF et Areva, je crois qu'ils pleureront. Et je crois qu'avec la psychotronique, avec le phénomène OVNI, avec les armes climatiques et avec tous les sujets que j'ai abordés dans ces posts, si vous avez encore la moindre confiance dans l'armée française et dans la police française et dans le gouvernement français, c'est vraiment que vous êtes bon pour aller mettre votre bulletin dans l'isoloir. Et tant qu'à être dans l'isoloir, eh ben, faites-vous mettre une camisole d'isolement, parce qu'il faut être fou allié pour avoir une quelconque confiance dans ce système. Ce système est pourri par l'argent et l'hypocrisie, petit bourgeois. Ce système est animé par une caste politique qui est absolument corrompue, magouillarde et vendue, et nous avons au sommet des religions qui sont des fanatiques qui ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir au temps de l'Inquisition et de casser les bras à la science pour un prétexte quelconque. Je serais trop étonné comment
fonctionne la pyramide Illuminati. Elle fonctionne à 4 niveaux. Le premier niveau de ce qu'on appelle les 4 co, c'est le consentement passif des peuples. Le peuple consent passivement parce que pour lui, il n'a pas à se renseigner, il n'a pas à prendre décision. Il est le peuple et le peuple est passif. Ensuite, au-dessus, on a les gens qui normalement sont un petit peu plus instruits, qui devraient prendre des décisions. Eh bien, ils collaborent. Donc, que ce soit les médecins, que ce soit les scientifiques, les gens ont peur pour leur carrière, alors ils collaborent, comme on a collaboré à Hitler, comme ils ont collaboré à Staline, ben on collabore au système ambiant, parce qu'on a peur pour sa carrière professionnelle, et qu'on voit bien que Jean-Pierre Petit ou d'autres ont été sanctionnés. Donc, après cette bonne hypocrisie générale, on a cette hypocrisie carriériste. Donc, consentement passif, collaboration. Au-dessus, on a la corruption des politiques qui sont parfaitement au courant pour la majorité d'entre eux. Hein. Donc, on a le choix. On a soit des marxistes internationalistes, soit des nationalistes fascistes, soit des supranationalistes sionistes. Et en dehors de ça, aucun parti ne peut se constituer. On est obligé de rentrer dans un camp, sinon pas de couverture médiatique et pas d'électeurs. Et là, on s'aperçoit à quel point la classe politique française est corrompue. Et au sommet, on a bien sûr une conjuration, la conjuration du système bancaire. Et au sommet de cette conjuration du système bancaire, on a évidemment la tribu de Dan, qui a apostasié le judaïsme, qui est rentré dans le christianisme, qui est l'auteur et l'animateur de l'oligarchie marchande qui nous étrangle depuis au moins le XIVe siècle, après avoir réglé son compte aux Templiers, et qui, en fait, est animé par une espèce de projet délirant de nouvel ordre mondial. On s'aperçoit que loin d'avoir une aide des petits gris ou des autres entités extraterrestres, ce gouvernement mondial pourrait se saisir de cette question et la retourner contre l'humanité en accusant nos amis ou nos visiteurs intraterrestres ou nos amis extraterrestres que, en fait, ils représentent un danger. Franchement, si les intraterrestres étaient un danger, et si les extraterrestres étaient un danger avec autant d'observations, pensez-vous qu'on en serait dans la situation où on en est? Non. Donc nos visiteurs extraterrestres et nos colocataires intraterrestres nous ont montré qu'ils ne voulaient aucun mal. Par contre, on sait qu'il y a une tribu exclue du judaïsme, devenue chrétienne et qui est en train de l'apostasier dans une forme de satanisme qui est la tribu de Dan, et qu'elle est aidée en majorité par des khazars, donc des nomades. Donc, chers amis, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. La paix de Dieu soit avec vous. Salam, shalom. Et n'oubliez pas le pouce. Ciao. Bonjour, c'est Maurice, l'agent de la Mossad, qu'il est jamais triste, qu'il est toujours gay, qu'il est toujours zire. Si moi, Chédrito, je suis comme le carapato de la Brésil, jamais je te lâche dans la chaussette, on est là. Alors je vais te dire aujourd'hui, c'est le jour de gloire qui est arrivé. Pas à cause de la révolution qu'on vous l'avait dans le baba, parce que c'est nous qu'on l'a fait, comme tout c'est nous qu'on l'a fait. Ben, il faut pas le dire, parce que si tu le fais, c'est que tu es un stand-iniste. Alors aujourd'hui, j'ai pris le papier, parce que j'ai une déclaration officielle à faire, qu'elle est très importante. C'est le flash spécial gay de la Mossad, qu'elle est jamais triste, qu'elle est toujours gay, mais aujourd'hui, elle est très sérieuse, pas parce qu'encore elle va faire un zontonta avec la complicité de la service secret français contre la peuple français, mais non, c'est pas ce jour de gloire là qu'elle a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un flash spécial. Je vais révéler l'existence de l'extraterrestre. Maintenant, on peut le dire, c'est officiel, il y a sur la Terre l'extraterrestre. Et même le intraterrestre, c'est celui qui rentre dans le trou, mais ça, pas parce qu'il est stantiniste, parce qu'il est extraterrestre. Alors, les youtubeurs, il a téléphoné à la Mossad, un youtubeur de, comment s'appelle la colonie là? Neuilly-sur-Seine. Un téléspectateur du YouTube de la Neuilly-sur-Seine, il a téléphoné à la Mossad. Il avait téléphoné à la Polymère. Tu connais Polymère? Si, il est de la même famille que la Lycra. Alors il avait téléphoné à Polymère, il a dit, il y a un type, il est très dangereux
sur l'internet, sur la YouTube, il s'appelle Tréfingué. Ah, mais nous, on connaissait déjà lui. Il était venu vivre chez nous autres, il avait fait les armées, il avait travaillé dans le service. On s'est dit, qu'est-ce qu'il a pris à celui-là? Il a fumé la chicha. On s'est pas tellement inquiété, on lui dit, il est de nous autres. On n'est jamais trahi par les siens, en fait. Alors, on a fait les enquêtes et on peut révéler aujourd'hui que depuis le 24 décembre 2019, il y a un extraterrestre qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Tréfingué Pascal. Il dévoile tout sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que c'est le plan de l'élite. Alors on a décidé de le démasquer. Grâce à un agent à nous qu'on a dans la Bulgarie qui s'appelle Eric, on a monté la grande analyse psychologique de ces vidéos. On a tous analysé, j'ai perdu les cheveux, c'est là, Alors, on a analysé tout et maintenant, on sait la vérité. Il s'appelle pas Tréfingué, non. Il s'appelle Tréfingré. Pourquoi? Parce qu'il est un hybride entre un être humain de chez nous autres et un extraterrestre pétigré. D'ailleurs, j'y vais montrer la preuve tout de suite. Comment on reconnaît que c'est un hybride? Eh bien, c'est très facile. Il a la grosse tête. Très grosse! Il a le corps comme ça, il a la tête, elle est énorme. Ça veut dire qu'il est intelligent. Ça veut dire aussi qu'il est télépathe, qu'il peut faire la manipulation de la mentale, naturellement, sans la MK Ultra et la psychotronique. Il faut faire très attention dans les yeux. Ensuite, il parle beaucoup les langues. Il parle 11 langues, si normal que quelqu'un il parle 11 langues. Non. Ça, c'est encore une indication. On dit aussi il n'est pas peureux, mais il n'est pas agressif. Mais ici, c'est défendre. Ça fait beaucoup de choses. Encore des aspects physiques, il a le corps comme un cube. Quand tu compares la photo de la Pétigré avec la Tréfingré, tu vois tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. La preuve. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Remarque qu'il a les bras très très longs. Il a le bras qui est très 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 long, le long du corps comme ça. Ça, c'est pas normal non plus. C'est pas un humain. C'est un hybride infernal. Autre argument qu'on peut voir, il a les organes. Il a les organes qui n'est pas normal comme tout le monde. Il fait caca dans la poche en plastique. Et ça, c'est quand même une anomalie de la Pétigré, qu'il n'a pas le zebréfis en bas. Jamais on le met dans le zebeba au Pétigré. Il a Tréfingré, il est pareil. Il a le zebeba comme un humain, mais c'est pas là qu'il fait la caca. Ça, on a remarqué qu'il y avait un gros problème avec son organe. Alors mon ami, maintenant, on est sûr. Beaucoup, il y a des personnes, ils ont téléphoné à la Mossad, ils ont dit Tréfingué, il est intelligent, on comprend pas toujours qu'est-ce qu'il dit, il parle vite, mais il y a quelque chose dedans qui nous met mal à l'aise. Il y a quelque chose dedans qui nous met mal à l'aise. C'est-à-dire, on a tellement la bête aux entités dans le cul, que quand il y a quelqu'un qui essaye de mettre la cuillère, ça gêne, ça rentre pas complètement. Mais quand même, on a regardé, on a téléphoné à des modèles de loulou, les modèles des Igigi qu'on avait fabriqués avec les amis avant pour travailler dans la mine. Et il a dit, si il est Tréfingué, il aime pas la nationale-socialiste. Ça, c'est encore une preuve. Les Pétigré, il aime pas du tout la nationale-socialiste. Il aime pas non plus la stintiniste. Il aime pas la nationale, il aime pas la socialiste, il aime pas la stintiniste. Exactement comme la Pétigré. Donc, on peut le révéler. Maintenant, Tréfingué, il s'appelle pas Tréfingué, il s'appelle Tréfingré. Il y a encore des autres preuves. Je vais te passer la vidéo. Regarde la position de la main. Il est toujours en train de faire le doigt comme ça, il est cornu, ça s'appelle.
On s'est dit au début, il est Tintin, celui-là, il est de nos autres, il va zigouiller la humanité, faire le blé. Détruire, construire. Non, non, non. On a compris. C'est des faux doigts qu'il a là. Ça, c'est 3 doigts, comme les petits gris. Et ça, c'est des faux doigts qu'il a fait à lui. Alors, des fois, il fait pas attention. Bon, la caméra, il peut pas relever le doigt. Il risque comme ça. Donc ça, c'est encore des preuves que le Tréfingué, c'est un imposteur, c'est un manipulateur, c'est très intelligent, Peter, on comprend pas tout, mais c'est un manipulateur des extraterrestres. C'est un petit gris, le Tréfingué. On a découvert la vérité à la Mossad, rien on peut cacher, c'est nous qu'on fait tout, les attentats, la crise financière, tout c'est nous qu'on fait. Alors pourquoi on a cru que c'était nous qui l'avait fait le Tréfingué? Ben, on a cherché, bon il était passé par chez nous autres. C'était l'autre là qui me l'a dit là. L'idiot là, le chinois idiot là. Le chinois idiot là, comment on l'appelle? Shinbet. C'est lui qui m'avait dit, Maurice, il n'y a pas un t'inquiéter avec la Tréfingué, c'est un poème. Jamais il oubliera la Zeta Stentinien, jamais il fera la vidéo, jamais il va dire tout ce qu'il a appris dans le service. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu es un espion, de la pétigrie, et qui c'est qui va niquer la bande à Maurice? Qui c'est qui va niquer la bande à Maurice avec ses plongées diaboliques? C'est les pétigris qui l'a envoyé les espions Tréfingué. C'était Maurice. Toujours gai, toujours heureux, jamais maussade, toujours avec vous, porte les bêtes dans le baba, Maurice, dans le baba. Alors, on va pas se quitter comme ça. À chaque fois maintenant, on va chanter la chanson. Et il y a l'idiot là, le noir là, l'idiot là, il a fumé lui, hein, il a passé de la SOS racisme à la SOS Le Pen. Il a la chanson, alors nous aussi on va faire la chanson pour critiquer le nazi. On va la chanter, la chanson à Maurice. Allez, 1, 2, 3. C'est la bande à Maurice. Elle prend, elle suce, elle t'encule. Ah, quel bonheur, à ce que ça te fait du bien quand elle te la met dans les reins. Si la bande à Maurice, elle prend, elle suce, elle t'encule. Ah, quel bonheur, à ce que ça te fait du bien quand il te la met dans les reins. Perdez le chapeau. Toujours c'est nous qu'on veut faire porter le chapeau.
depuis mon retour du voyage en Chine, et je fais que de tousser, j'ai de la fièvre, en plus j'éternue, je suis malade, hein. C'est grave. Ouais, pourquoi t'as pas couru toi? J'ai Ebola. Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons parler des Humo. Alors, de la planète Humo et de ses habitants, les Humites. Alors, j'ai pas pu résister à un petit plaisir vocal avant de commencer à discuter de ce sujet, mais je vais quand même le faire. Vous vous souvenez, David Vincent avec son petit doigt. On y est presque. En fait, l'affaire Humo, c'est une montagne, c'est 1400 documents, 16 000 pages, donc c'est un petit peu difficile d'en faire un résumé en quelques minutes. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va durer un petit peu plus que les vidéos habituelles, et j'espère que vous me pardonnerez d'avoir fait seulement un vocal, puisque je tenais à le faire avant de quitter le Brésil. Donc Humo, U2MO, serait le nom d'une planète située à environ 3,6 ou 14,4 millions d'années de lumière de la Terre, si on en croit les révélations des Humites, faites par l'intermédiaire de courriers, d'appels téléphoniques reçus à partir du milieu des années 60 dans le monde entier. Un groupe Humite, des humanoïdes en tout point semblables aux humains, de type nordique. De type nordique, intéressant. Nos Humo auraient été présents sur Terre depuis le 28 mars 1950, pas un jour avant, pas un jour après. Ils sont chargés de nous étudier sans interférer dans notre déterminisme historique. Les Humites seraient le cas échéant autorisés à empêcher notre auto-anéantissement nucléaire, économique et environnemental, mais n'interviendraient qu'en cas d'extrême urgence. En 1992, un des réceptionnaires des lettres a prétendu être le concepteur de cette supercherie et l'auteur des lettres Humites. Il s'agit de José Luis Jordan Peña. Cette annonce a fait éclater de rire les sceptiques, mais a beaucoup déçu le public de ce qui est devenu une quasi-religion. Toutefois, on peut douter pour plusieurs raisons que José Luis Jordan Peña ait été l'inventeur des Humites. Des erreurs grossières apparaissent dans certains courriers, certes, mais il se pourrait que ces courriers ne soient pas authentiques, et puis ces erreurs pourraient être aussi des tests de confiance de nos amis les Humites. 2. La plupart des informations scientifiques et techniques, des calculs et des faits ethnologiques que comportent les lettres seraient bien au-delà des capacités intellectuelles seules d'un homme comme Peña, qui s'en mêle d'ailleurs dans ses propres explications et finit par accuser des gens de la CIA de lui avoir fourni les lettres dans le cadre d'une expérience socio-psychologique, ce qui est à mon avis le cas. 3. Le volume et les qualités des informations pourraient indiquer l'existence d'un groupe pluridisciplinaire chargé d'initier et entretenir un canular, mais on se demande bien qui et pourquoi ferait un canular sur une durée de 40 ans. D'autre part, 4. Un rapport des services secrets français attesterait de la présence des Humites dans une caverne abandonnée par eux près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, en France, à un moment où on observe dans le secteur des phénomènes aériens non identifiés. Alors on n'a plus le droit de parler d'OVNI, il faut parler de PAN, phénomènes aériens non identifiés. Les lettres Humites indiquent que l'origine de leur expédition sur Terre trouve sa justification en février 1934, lorsqu'un bateau norvégien émit en haute fréquence un message qui fut capté à 14,4 millions de kilomètres par les habitants de la planète Humo dans la constellation de la Vierge. Un rapport de gendarmerie français fait état d'une observation de Pan dans la ville de la Javie, près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, le 28 mars 1950. On est proche du plateau d'Albion,
où seront entreposés les missiles balistiques nucléaires français et surtout du centre atomique de Cadarache, premier centre de recherche européen sur les énergies non carbonées. En 1975, suite à une indiscrétion de René Fouéré, qui a communiqué une lettre humide du 30 août 1969 aux oreilles françaises, Claude Poher, le chef de la section fusée du CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, aurait mené une expédition pour identifier la grotte occupée par les Humites dans le massif du Cheval Blanc. Selon René Voarino, l'expédition de la gendarmerie y serait parvenue et aurait récupéré du matériel extraterrestre laissé là. Vraiment? Voyons les échanges. Les Humites nous disent qu'ils ont tenté d'entrer en contact avec nos gouvernements, comme ils n'offraient aucune technologie en échange et demandaient l'arrêt du nucléaire et proposaient des solutions d'ordre spirituel, ils auraient été conduits par nos dirigeants, plus intéressés par faire la guerre et nous faire payer des impôts. De 1965 à 2018, les Humites entrent alors en contact par courrier et appels téléphoniques, puis courriel et tweets avec des individus originaires du monde entier et de toutes conditions sociales. Ils entendent compenser leur investigation biologique sur la planète Terre et ethnologique sur la race humaine par des informations sur leur propre planète, leur technologie, leur histoire et leurs mœurs. Leur motivation est de ne pas interférer au sein des rapports d'équilibre du cosmos. On nage en plein New Age. Dans les années 70, les dessinateurs espagnols, vous connaissez les latins, sont bavards et l'affaire file dans la presse, jusque dans la revue française grand public de gauche, VSD, et la télévision publique d'État. L'affaire fait le tour du monde et totalise encore en ce jour des centaines de millions de vues sur YouTube et dans toutes les langues. Les Humites ont pris contact depuis une décennie, donc depuis le début des années 2000, avec des scientifiques du monde entier. Alors, Claude Poher, qui s'est vu remettre des lettres humides, informe pour avis le physicien Jean-Pierre Petit. Il lui communique des feuillets comportant des informations novatrices et inédites sur la technologie MHD, ou magnéto-hydrodynamique, de leurs vaisseaux spatiaux, sur une solution de l'équation d'Einstein, sur la relativité générale, donc E égale mc2, et la forme de l'univers. D'autres scientifiques confirment la valeur des communications humides en biologie, en médecine, en linguistique, dans tous les domaines abordés dans le courrier. Bref, les Humites sont des génies. Parmi les informations scientifiques données au cours de leur rapport, les Humites indiquent la présence de 86 paires d'atomes de krypton, bah oui, comme celui de Superman, en terminaison des chaînes d'ADN de tous les êtres vivants. Alors le krypton, c'est un gaz rare qui serait, selon eux, capturé par les chaînes protéiniques, mais aucun laboratoire sérieux n'ayant travaillé sur la question, on en restera là. Ils nous indiquent qu'ils ont découvert sur Mars des végétaux simples. Ils nous disent que par une fréquence de 10.368 Hz, ils arrivent à activer des plexus nerveux, des centres nerveux qui sont situés dans le plexus choroïdien et qu'ils arrivent donc ainsi à pratiquer la télépathie. Ils nous informent de l'existence du graviton, ils enseignent la magnéto-hydrodynamique, la fameuse MHD avec laquelle les Russes propulsent leurs missiles intercontinentaux nucléaires à plus de 10 000 km/h autour de la Terre, la non-existence des trous noirs qui seraient en fait des passages vers un univers jumeau, la théorie des cordes, l'univers jumeau et les multivers, et l'inflation cosmique sinusoïdale et non constante. Bref, de nombreux sujets des sciences sont abordés en détail par les Humites, comme le concept de l'espace, avec des considérations sur les plis de l'espace, le cosmos décadimensionnel, l'anticosmos, le cosmos gémellaire, la théorie du champ unifié, la biologie et la théorie d'une évolution organisée. Ils décrivent donc les bases biogénétiques du cosmos, et bien sûr ils traitent des concepts du temps et du voyage dans le temps. Dans d'autres lettres, ils développent surtout la logique tétravalente dont nous reparlerons. Une partie des lettres relèvent de la philosophie et de la métaphysique. Certaines relèvent leur point de vue sur la société terrestre et traitent de quelques problèmes que les Humites y identifient. Ils parlent de l'avortement, de l'oppression de la femme et des enfants par l'homme, ou encore des lacunes de nos systèmes éducatifs et politiques terriens. Le concept de Dieu est souvent présent et plusieurs lettres y sont entièrement consacrées. Leur spiritualité aurait des similitudes avec l'enseignement de Jésus par ailleurs, et nous y reviendrons. Alors les Humites nous font une carte des civilisations extraterrestres de l'univers. Un sujet qui nous intéresse, c'est leur tableau et leur description des différentes races extraterrestres de notre galaxie connues d'eux. Alors ils nous informent tout de même qu'ils ne connaissent que 0,01% de notre galaxie. Alors, donc selon les Humites, dans ce petit coin de notre galaxie, dans notre petit coin de l'univers, il existerait 74 races extraterrestres, dont 17 sont déjà venues sur Terre et 3 sont dangereuses pour l'humanité.
Dans la lettre D58.3, les Humides précisent: le nombre possible de sous-espèces pour l'homme analysé par nous est de 9 puissance 10 et de 9,10 puissance 6. Le fait que de telles races existent ou non sur une planète dépend d'autres facteurs. Alors je prends cette voie idiote parce que les Humides n'ont pas un système laryngé comme le nôtre, et donc ils ont une articulation un petit peu bizarre lorsqu'on les entend au téléphone, puisque les Humides téléphonent, comme tout le monde le sait. Dans le tweet OT57, les Humides nous disent: nous estimons que 1,2 million de civilisations coexistent en permanence dans la galaxie, jusqu'à 18 millions en additionnant le passé. Alors il nous indique qu'il y a des civilisations amicales sur Zeta Herculis, Ophiuchi, Wolf, donc la planète Oumo, dans la constellation de la Vierge, une planète de la constellation du Sagittaire. Alors il y a des civilisations neutres dans la constellation d'Orion, du Petit Chien, de l'Hydromale ou du Grand Chien. Mais par contre, il y a des civilisations hostiles. Dans la constellation des Poissons, on en note 3. Dans la constellation du Verseau, 1. Dans la constellation de la Baleine, et on y reviendra parce que c'est intéressant, 1. Puis dans une étoile qu'ils appellent HD 6101, il y aurait donc une civilisation un petit peu dangereuse. Alors la civilisation la plus dangereuse et la plus agressive, c'est Toseti, dans la constellation de la Baleine, et c'est là sans doute l'aveu qu'il s'agit d'un canular. Peu d'informations sont données sur les deux dernières de la liste de ces 17 civilisations qui sont moins connues des Humides. Alors en 1987, les Humides nous avertissent. Donc, dès 1966, les Humides mettaient en garde sous forme de rapport sur les dérives de notre économie, de notre politique et de nos pratiques sociales. Les Humides dénoncent l'emprise de l'élite oligarchique occidentale, composée de différentes factions, en désaccord. Leur désaccord repose sur leurs intérêts propres, et ils nous disent qu'il y a donc, ils distinguent un lobby financier et un lobby militaro-industriel qui s'affronteraient. Ce dernier, le lobby militaro-industriel, sera en contact avec les races extraterrestres hostiles, et même la plus dangereuse, celle de la constellation de la Baleine. Ha ha ha. En 1987, les Humides s'inquiètent pour l'avenir de l'économie mondiale. Ils sont gentils, nos Humides. Ils sont mimi, ils s'inquiètent pour nous, surtout pour la bourse. C'est des Humides boursiers. Donc les Humides nomment notre système occidental une oligodictature. Alors ils ne sont pas communistes, mais presque. Ils soulignent la perversité de l'asservissement monétaire des peuples et ses conséquences sociales comme le chômage de masse, les injustices, le déficit public et l'inflation. Et les Humides annoncent une grave crise financière imminente à la fin des années 80, qui d'ailleurs se produira en 1987 même, à la date à laquelle ils l'ont indiqué, mais sans provoquer de trop graves désordres sociaux. Il faut dire que statistiquement, le capitalisme connaît une crise tous les 7 ans, alors c'était pas très difficile de se tromper, puisqu'on en avait eu en 1980. Le krach d'octobre 87 générera une récession mondiale, résultant d'un effondrement de la bourse d'une ampleur sans précédent depuis 1929. Mais la Réserve fédérale et les marchés boursiers ont traité assez efficacement la crise, et le marché s'est rétabli assez rapidement. Par contre, la récession qui en a résulté a touché d'abord les États-Unis, ensuite s'est étendue à tous les peuples et tous les pays du monde qui ont été mis à genoux, en particulier l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Japon et l'Amérique du Sud. Pour 2022, rebelote. Figurez-vous qu'en mai 2015, et alors que tout le monde est en pleine reprise économique après le choc financier de 2008, les Humides nous mettent en garde contre une crise financière et économique à venir, planifiée par l'oligodictature. Allons bon, ils ne nous parlent pas encore du Deep State, mais on y viendra. Ils avancent comme date la plus probable une période entre décembre 2022 et février 2023, avec un degré absolu de certitude, 92 à 100% pour février 2023. Selon eux, cette crise va gérer une guerre civile généralisée et une tentative de coup d'État mondial menée depuis les États-Unis par les banquiers, appuyés par le lobby militaro-industriel. Même si cette tentative échouera de former un gouvernement mondial, les Humides ont proposé un protocole de riposte pacifique pour les humains, qui est basé sur la prière et des actions basiques de conversation. S'éloigner des grands centres urbains, conserver des aliments pour quelques semaines et garder des métaux et du cash. Les Humides disent avoir augmenté leur effectif à 180 membres afin de faire face à une crise internationale prenant une forme nucléaire. Ils estiment de leur devoir d'intervenir physiquement pour neutraliser nos arsenaux avec l'aide d'une autre race extraterrestre plus évoluée qu'eux. Alors la vision Humide, vous voyez, elle est très conspirationniste. On croirait entendre Trump. Les Humides nous indiquent vivre en harmonie d'une façon un petit peu spéciale, puisqu'on est presque anéome. Ils ont un ordinateur quantique central qui gère leurs pensées, leurs rapports et leurs accès à la connaissance. Leur civilisation privilégie une vision collectiviste, rationnelle et technologique de l'existence sur le modèle d'une fourmilière.
Leur intérêt pour les humains viendrait de notre individualisme, du déterminisme sexuel fort de notre espèce, de nos capacités artistiques irrationnelles et du caractère rudimentaire de notre technologie dans les années 50. Bref, ils se sont bien foutus de notre gueule. Au cours de leur cheminement historique, ils ne cachent pas, les Humites ont perdu ces aspects de leur existence. Plutôt que d'agir sur nos élites rétives à partager le pouvoir et le pognon, et muets sous l'effet d'une civilisation spirituelle comme la leur, les Humites ont agi à la marge de la société humaine en interagissant avec des individus primaires, instinctuels, créatifs, comme des artistes et des chercheurs, et peu enclins à laisser la technologie diriger leur choix. Cette stratégie évite selon eux un choc de civilisation, comme celui provoqué historiquement par la colonisation européenne ou celui du prétendu accord petit gris et élite bancaire anglo-saxonne. Parce que les Humites nous informent, l'élite bancaire anglo-saxonne et les militaires auraient passé un accord avec les petits gris, des petits extraterrestres d'1 mètre à 1,20 m. Alors on n'est pas dans Paul, hein, le film d'Hollywood, mais c'est quand même curieux. D'un côté on a un programme petit gris de choc culturel, de domination technologique, de métissage, de disparition génétique de l'homme et d'envahissement de notre espace, puis de l'autre côté on a la stratégie des Humites, qui est de distiller lentement de la connaissance, hein, ces humains bourrins, en acceptant les découvertes humaines, en les anticipant, en refusant les transferts de technologie, en ayant un cloisonnement éthique et surtout beaucoup de discrétion. L'interaction halogène autochtone, c'est-à-dire eux et nous, prend une autre direction. Selon eux, petit à petit, ils vont se révéler parce que l'humanité est un carrefour. Alors tout ça c'est très intéressant, mais il y a un certain nombre de critiques qui sont venues de journalistes, notamment français. Donc la critique la plus cinglante de l'affaire Humite est venue d'un homosexuel et de 2 femmes qui ont rappelé le passé de Jordan Peña. Il s'agit de Pascal Chambon, de Martine Castello et de Isabelle Blanc. Ces 3 journalistes rapportent que Peña avait déjà tenté de créer une secte orientaliste, la Pyrophos. Alors copiée sur la doctrine luciférienne et les pratiques douteuses de la société théosophique de Blavatsky et de Anne Besant, le culte de Pyrophos était basé sur des lettres, déjà, que C, donc une voyante, recevait d'un gourou vivant aux États-Unis, un code éthique simpliste, et surtout, ce qui apportait la vérité de cette doctrine, c'est qu'à la fin des lectures, il y avait une lumière bleue qui émanait de la bouche de la lectrice, de la voyante. En réalité, c'était un produit chimico-électroluminescent qui était placé, qui mettait son temps à agir. Pascal Chambon, Martine Castello, Isabelle Blanc dénoncent plusieurs choses, notamment le goût marqué de Jordan Peña pour le sexe faible, si possible mineur, et son homophobie viscérale de macho ibérique, ses pratiques sadomasochistes avec ses partenaires, et son plaisir affiché à se moquer de la crédibilité humaine comme d'une tare et à mettre en lumière par des jeux psychologiques pervers comment nos contemporains sont selon lui des abrutis et des crétins. Pascal Chambon, Martine Castello et Isabelle Blanc notent encore que la description de la société humide porte toute l'empreinte des troubles psychiatriques de Jordan Peña. Selon eux, la société humide n'a rien une belle société avancée à la morale supérieure. Son système éducatif n'a rien d'extraterrestre, il est même plutôt espagnol. Tout cela n'est qu'une horrible version de société humanitaire totalitaire et répressive comme celle pensée par Franco. La morale est prononcée au nom de Dieu. La femme a comme rôle seulement la procréation et le plaisir de son mari. Les enfants sont disciplinés et se taisent. Toute liberté sexuelle est interdite. Le corps de la femme est propriété du mari au nom de Dieu. La femme doit arriver vierge au mariage sans jamais avoir expérimenté le plaisir. Elle est contrôlée à distance par le gouvernement. Toute préférence sexuelle non conforme à cela, comme l'homosexualité ou la simple liberté d'avoir plusieurs sexuels au cours de sa vie, est considérée comme une perversion et une maladie mentale à éradiquer par la chirurgie ou des traitements chimiques et l'humiliation publique. Tout cela est totalement humain, ce n'est qu'une présentation d'une morale répressive au plus haut point de l'intégrisme religieux le plus fanatique. Cette société que nous décrivent ces soi-disant humos n'est rien d'autre que l'idéal fasciste de la société voulue par le franquisme espagnol le plus extrémiste, entendant baser sur la religion catholique de l'Opus Dei, la plus intégriste, ses valeurs morales sur la soumission de la femme à un seul homme, afin de lui donner des enfants et de le satisfaire sexuellement, sans même avoir eu elle-même aucune liberté et aucun plaisir. Bref, aucune possibilité de liberté pour la femme. Tout cela n'est que l'expression de la déviance pathologique de Peña. D'autres personnes ont noté qu'il y avait des incohérences. Par exemple, dans la lettre D41.1 du 12 janvier 65, les Humites indiquent que leur étoile est à moins de 4 milliards d'années-lumière de la Terre.
Nous désirons informer la planète Terre, nos origines et provenances et les buts qui nous amènent à vous visiter. Nous provenons de Humo, planète qui tourne autour de l'astre Yuma, enregistré sur votre Terre sous le nom de Wolf 424, distance du foyer Wolf 424 au foyer du système solaire le 4 janvier 55, 368 502 années-lumière. Ouais, bon, bah, c'est sympa, surtout quand c'est dit au téléphone en se pinçant le nez, en parlant dans un tube. Mais le magazine Times du 28 mai 1938 avait en effet publié un article sur les découvertes d'étoiles proches. Il mentionne Wolf 424 comme étoile probablement la plus proche du Soleil, et avec une distance de 3,7 années-lumière. Or, la distance donnée par le journal était erronée, et était en réalité dans les catalogues des étoiles 14,3 années-lumière. Donc il semble que les humites lisaient Time Magazine, ne savaient pas où était leur planète en arrivant sur Terre et qu'ils n'avaient aucune idée de la distance réelle qu'ils avaient parcourue. Tout ça est très curieux. Il n'y a aucun moment dans cette première lettre la moindre allusion à ce que cela serait une distance en passant par un espace jumeau, comme les prétendus humites vont l'affirmer par la suite. Certes, les humites indiquent qu'ils mentent partiellement et volontairement pour nous obliger à garder un esprit critique et vérifier leurs informations. Donc ils ont peut-être pu blaguer au sujet de leur localisation de leur planète, pourquoi pas, tant qu'on y est, la vasine est prête, allons-y. Hein. Donc on a confirmation par le télescope Hubble en orbite que Wolf 424 est un système stellaire de deux naines rouges, hein, 424A et Wolf 424B, qui sont bien situés dans la constellation de la Vierge, mais manquent de peau à 14,3 années-lumière et non 368. Deuxièmement, ce système n'est pas susceptible d'abriter une civilisation extraterrestre avancée ou même de la vie, parce que tout simplement, ce sont deux naines rouges dont le membre mineur est du type éruptif et donc qui sont impropres à avoir des planètes autour d'elles. Alors certes, dans certaines variantes des lettres humides, les humides suggèrent qu'ils viennent d'une étoile dans la direction de Wolf 424 à 14,4 années-lumière, mais seulement 3,7 en passant par un raccourci dans l'univers jumeau. Bon, enfin, c'est un peu gros, quoi. Donc, une chose est certaine, ce qui est raconté dans les lettres des humides au sujet de leur étoile est du point de vue de la réalité astronomique entièrement faux. Le type des erreurs commises dans les lettres où est mentionné l'étoile 424 et l'accumulation de fautes grossières ultérieures pour rattraper les fautes initiales sont compatibles avec la thèse que les lettres initiales en question, pas nécessairement celles qui ont suivi, ont été écrites par un farceur initial. Qui plus est, ce farceur initial était lecteur du Times Magazine et puis il vérifiait pas ses sources dans les encyclopédies d'astronomie. Donc la suite, elle aurait été écrite par plus qualifié que ce petit guignol originel pour alimenter un mythe moderne, celui des gentils humides, d'ailleurs pas si gentils d'ailleurs, hein, plutôt franquistes, qui seraient venus nous sauver des méchants petits gris, du nucléaire et de la finance. Maman, j'ai peur. Donc il y a d'autres critiques dont j'ai fait une liste sur l'affaire Humo. Alors il y en a un wagon. Hein. Le symbole des humides est le signe d'une des sections de l'armée allemande intervenue pendant la guerre civile espagnole au service du général Franco. Et d'ailleurs cette lettre et ce signe, il est copié sur la lettre russe J, qui est la double initiale de José Luis Jordan Peña, José Jordan. Étrange. Les photos des soucoupes volantes des humides sont très visiblement des maquettes grossières et avec les progrès de l'analyse informatique, on en a la démonstration. La langue des humides est clairement indo-européenne et a été fabriquée à partir de l'espagnol, nous disent des linguistes. Les humides semblent vouloir universaliser une forme de christianisme sur le modèle qui est promu par Jordan Peña dans sa première secte, celle qui s'appelle Pyrophos. Les voix des humides, maintenant on en a la preuve avec les analyses auditives, sont produites en se bouchant légèrement le nez entre le pouce et l'index. Placez un micro tout près d'une cavité adjacente afin d'en capter les résonances et obtenir une voix étrange à la tonalité profonde, sourde et nasillarde. Je suis un humide. Les humides s'inspirent de nos représentations et de nos classifications fantaisistes des extraterrestres, dessins techniques présentant tous la trace de plume artistique de Jordan Peña. En effet, Jordan Peña c'est un dessinateur technique et tous les dessins techniques qui sont dans les dossiers humides sont faits par lui. La civilisation la plus dangereuse, alors celle-là est excellente, la civilisation la plus dangereuse selon les humides est placée dans la constellation de la baleine, dans la planète Tau Ceti HD 10700. Or, Jordan Peña avait fréquenté les séances de lecture spiritique de Fernando Sesma dans la salle d'un bar qui s'appelait la Baleine Joyeuse. À la fin de 65, il en était sorti ébahi par l'incroyable naïveté des participants et avec un contrat lucratif de la CIA en poche pour monter une arnaque. Pour Claude Power du CNES, seulement 50% des affirmations des humides sont exactes, les connaissances mises en jeu étant du niveau de premières années d'une licence universitaire.
Selon Jacques Vallée, l'informatique et les écrans des Humites ont été dépassés rapidement par les nôtres, ce qui est étrange pour une civilisation s'affirmant plus ancienne. Enfin, les Humites sont devenus des adeptes de la théorie de la conspiration dans les années Internet, ce qui est quand même pour le moins étrange. Mais enfin, sans doute que Donald Trump va nous dire qu'il a rencontré un Humite et nous le présenter bientôt à la télévision avec ses copains du lobby militaro-industriel. Le pire élément à la charge est certainement le parcours de Luis José Hortan Peña lui-même. D'abord, il est technicien supérieur en télécommunication, électronicien, dessinateur et parapsychologue. Il avait suivi un stage de psychologie d'entreprise basé sur la manipulation mentale des subordonnés par le stress et l'humiliation. Deuxièmement, Peña avait dirigé le département de physique d'un collège à Madrid où il avait enseigné également les mathématiques, ce qui prouve qu'il avait un certain nombre de connaissances. Il se passionnait pour la science fondamentale et la cosmologie et il suivait les moindres progrès de ces sciences. Il correspondait avec nombre de savants de son temps et dans plusieurs pays sur ces sujets. Rationaliste et sceptique, bien ancré dans la droite franquiste, il était particulièrement méprisant envers ses contemporains, croyant au paranormal et aux ovnis. Peña estimait que 79% de la population souffrait d'un dédoublement paranoïaque de la personnalité, c'est-à-dire que 80% des gens étaient des schizophrènes et des abrutis. Et il avait fondé et présidé pendant plusieurs années la Société espagnole de parapsychologie dont il avait construit les appareils bidons de laboratoire. Il avait donc créé cette secte orientaliste de type luciférien appelée le groupe Pyrophos. Encore, Peña avait collaboré contre finance avec les services secrets espagnols, le CECID, dans la lutte contre la gauche progressive, puis la CIA dans le cadre du programme MK Ultra de contrôle mental. Oui, Peña, le premier journaliste à avoir parlé, ou soi-disant journaliste à avoir reçu des lettres humites et qui nous en parle, qui en fait avait été contacté lorsqu'il faisait des séances de spiritisme dans le bar La Joyeuse Baleine, avait été contacté par la CIA pour une expérience de psychologie sociale dans le cadre du programme MK Ultra. En somme, les lettres humites sont un bon résumé de Jordan Peña, de ses objets d'admiration et de ses fréquentations. Par exemple, on note la logique tétravalente, l'inversion accusatoire, la relativité d'Einstein, un discours sur la physique quantique, le champ unifié de Heisenberg et sa fameuse équation qui le passionnait, la cosmologie selon Schrödinger qu'il admirait, le cosmisme de Lyndon LaRouche qu'il déifiait, le Tao Te Ching des Chinois, le catholicisme dans la version de l'Opus Dei et du franquisme, les divagations de la société théosophique de Blavatsky et de la loge maçonnique du droit humain d'Anne Bezin, le néo-panthéisme de Whitehead, des conceptions maçonniques et de Kabbale qui avaient été reçues d'amis et gladées dans des lectures d'ésotérisme, des publications sur les archétypes de Jung, des manuels soviétiques de psychologie et de parapsychologie publiés aux éditions Mir, et les vues sociales du christianisme d'extrême droite et du franquisme, et enfin des pratiques sociales de la Chine communiste et de la Corée du Nord. Dans son fondement, l'affaire Humo non seulement trahit bien l'imaginaire de Jordan Peña, mais reflète l'ambiance de son époque, les préoccupations de la bourgeoisie de Madrid et la manipulation sociale opérée par les services secrets espagnols, et en particulier en relation avec la CIA dans le cadre du programme MK Ultra. Ce qui est venu par la suite est une reprise de ce canular initial par des personnes connaissant bien le dossier, comme par exemple les membres du renseignement, actifs ou retraités, ou des fans souhaitant faire durer le mythe Humo. Selon plusieurs observateurs, la CIA aurait voulu faire des tests sur les réactions de la population face à une hypothétique rencontre du troisième type et diviser les milieux de gauche sur la question des extraterrestres en les civilisant avec une civilisation humide proche du modèle socialiste soviétique mais nimbé de christianisme catholique et de croyances des protestants du monde anglo-saxon. Somme toute, la CIA a voulu ratisser large dans les sensibilités de la gauche espagnole, des admirateurs communistes de Mao aux socialistes de la Corée du Nord, en passant par la gauche catholique et la gauche protestante et atlantiste, les progressistes et les synarchistes. En fait, les humites, c'est « je ratisse large pour la CIA, je manipule mon petit monde pour voir ce qu'il en sort ». Le fait que les humites aient averti de la crise des années 90 aux États-Unis et de celle programmée visiblement par 2022 par l'élite sont des éléments qui confirment que le canular Humo, même s'il a été initié à son origine par Jordan Peña, serait devenu ensuite l'œuvre de l'État profond des États-Unis. De même avec les informations scientifiques que les Américains pouvaient tenir de l'étude des aéronefs récupérés, des cadavres de leurs occupants ou de leurs pilotes vivants capturés lors d'autres crashs ou diverses occasions. Je renvoie à mon livre sur les ovnis, où je livre des documents de la Maison Blanche, de la CIA et de l'US Air Force qui attestent bien qu'il y a de la technologie extraterrestre ou d'une autre espèce vivant sur Terre qui ont été récupérées par l'armée américaine. Alors ces informations sont sans doute d'origine extraterrestre ou non humaine, mais elles ont été glissées par ruse dans le canular ou la manipulation Humo afin de voir ce que ça allait produire.
Donc, crise financière et économique mondiale, nous sommes sauvés par la prise de pouvoir par de gentils extraterrestres avec leur religion universelle et leur technologie. Ce scénario ressemble bien à un autre projet de la CIA, en collaboration avec la NASA et que les internautes connaissent bien, qui est le Project Bluebeam, qui a été dévoilé par le journaliste québécois Serge Monast. En fait, on a un peu été mis au parfum par George Bush et Ronald Reagan. En cas de besoin, on va nous sortir une attaque extraterrestre pour unifier toute l'humanité sous l'égide d'un gouvernement mondial. Ce qu'on remarque, c'est que cette histoire du mot, qui est de plus en plus CIA et de moins en moins Peña, en fait a été initiée par un canular avec un rayonnement bleu sortant de la bouche de la médium C lors des lectures au sein de son groupe spirit Pyrophos et de lettres venues des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce truc bleu qui sort de la bouche, et ce Pyrophos, qui est une traduction plutôt grecque de Lucifer, Pyrophos, ça serait Lucifer en latin, Pyrophos en grec, c'est que le programme de manipulation sur la question extraterrestre des Américains s'appelle Project Blue Book. Et on est là quand même en présence de beaucoup de choses qui me paraissent un peu bleues. Ça fait beaucoup de rêves bleus, un peu trop peut-être pour ne pas se sentir manipulé par le gendarme du monde dont l'uniforme est bleu. Un bleu virant désormais de plus en plus au noir. Et c'est vraiment le voyage d'Aladin que nous a proposé Peña. Ce rêve bleu ne ferme pas les yeux. Si ouvrez-les bien, parce que l'affaire Humo, c'est une très belle arnaque montée par le programme MK Ultra. Et il y a encore des gens pour y croire. Satisfecit global, camarades. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez vous référer à mon livre OVNI, Crop Circle et Abductions. Il est en vente sur Amazon, donc OVNI, Crop Circle et Abduction, le dossier de la traîtrise américaine, où je vous parle de tout ça, des humides, de 9 autres races d'extraterrestres vraies ou fausses, des documents déclassifiés de l'armée française, de la Maison Blanche, de l'US Air Force, de la CIA, de la NSA, et des témoignages de pilotes d'avions, de pilotes de chasse et de personnel militaire sur la question des ovnis. J'aborde aussi la question du lien entre le nucléaire et les phénomènes aériens non identifiés, et puis les cas brésiliens, notamment le cas de Varginha, qui est sans doute le cas le plus spectaculaire de manipulation étatique après un crash d'un objet non humain et la récupération d'entités vivantes. Voilà, tout ça c'est documenté. À très bientôt. Salut, c'était Pascal Tréfingui. Non, c'était la planète Humo.